Merci beaucoup. Moi, je suis ravie ce soir de deux éléments. D'abord, que vous soyez si jeunes. Et ensuite, qu'il y ait des hommes. Ce qui n'est pas le cas le plus fréquent. Hein. Donc, bravo, ça c'est chouette. Bien, alors, on va partir pour un moment de réflexion partagée. Je vais m'appuyer sur des notes pour plus de clarté. D'accord ? Bon, j'essaierai de ne pas aller trop vite parce que ce sont pour moi des choses très connues. J'essaierai quand même d'avoir un rythme qui permette que ce soit intégré. Et puis, on accordera beaucoup de place aux échanges après. D'accord ? Bien. Alors, on va commencer par poser deux choses basiques qui vont nous suivre tout au long du propos. La première, c'est que on va parler de situations intimes qui sont vécues dans la proximité affective et qui sont vécues en milieu clos. Donc, il n'y a pas de témoin. Et comme souvent, il n'y a pas de traces dans la violence psychologique, on se trouve avec un trou dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on va raconter? Puisque personne ne l'a vu, il n'y a pas de traces. Vous voyez? C'est déjà un peu compliqué, ça. L'autre chose, c'est qu'il y a un lien, donc un lien fort entre deux personnes qui ont décidé de partager une vie. Hein. Et ce lien, même s'il est toxique, c'est un lien. C'est un lien et il est valorisé et investi par les deux personnes qui le vivent. Donc on ne pourra pas trop bousculer ce lien d'emblée si on veut pouvoir bosser avec l'un ou avec l'autre des deux partenaires. D'accord ? Donc ça, gardons-le en tête, parce que ça fait partie de l'énigme. Voilà. L'emprise, ça fait partie des violences, bien entendu, mais ce qu'on va retenir, c'est que c'est un mode de relation, donc un mode de fonctionnement, un mode de fonctionnement durable, et qui est fondé à la fois sur le contrôle, et on va s'attarder un peu sur ce que c'est que le contrôle dans un couple, hein, sur le contrôle et sur la violence psychologique. D'ailleurs, le contrôle participe à la violence psychologique. Sur cette base-là, qui est une relation durable, investie, effectivement, hein, on aime la personne avec qui on a démarré cette histoire, il se passe des choses qui font souci. Il va y avoir des modes d'agression. On appelle ça des agressions. Et Marie-France Irigoyen, qui a beaucoup travaillé là-dessus, vous pourrez lire des ouvrages, elle parle de micro-violence. Micro parce que ça attaque pas beaucoup à la fois, mais ça attaque tous les jours et ça attaque fort. Voilà. Ces micro-violences-là, elles se passent dans ce couple et différemment selon le profil de l'agresseur. Pour ce soir, puisqu'il est peut-être question que je revienne, ou vous verrez si vous avez envie, on verra ça après, mais simplement se dire, pour ce soir, on ne va pas trop se centrer sur les profils d'agresseurs. Parce que ça nous demanderait vraiment de développer ça. Hein. On va plutôt se centrer sur l'emprise et comment ça se passe, hein, plutôt que des profils. Voilà. Sachez simplement qu'il y a différentes formes d'agression qui peuvent coexister dans le même couple. Voilà. La chose aussi à retenir, c'est qu'il n'y a pas de violence psychologique qui n'ait été précédée d'agression verbale, qui n'ait été précédé de contrôle, qui n'ait été précédé de violence psychologique. Sauf que quelquefois, on reste sur la violence psychologique et on peut aller jusqu'au meurtre psychique. C'est-à-dire au fait qu'au bout, vous ayez un petit tas comme ça, qui n'a plus ni force ni volonté, et pourtant elle n'a pas reçu un coup. Et dans d'autres cas, on peut être dans une situation où on va passer, où l'agresseur va passer de la parole à l'humiliation et de l'humiliation au geste. Hein, les deux sont possibles. Mais ça n'est pas automatique. Voilà. Ce que nous allons définir comme violence psychologique. Vous voulez passer? Non, mais ça sort. Là, moi, je ne peux pas répondre. Bon. Ce qu'on va définir comme violence psychologique, c'est une maltraitance. On est d'accord? Tout comme il y a maltraitance envers les enfants, envers les personnes âgées. Hein. Il y a maltraitance dans le couple, mais c'est une maltraitance très subtile
qui va passer par des regards, par un ton de voix qui va changer, par des attitudes qui vont viser à dénigrer, à nier la façon dont vous vous comportez, etc. Et dont le but est de déstabiliser l'autre, le partenaire, de déstabiliser, de blesser, pour pouvoir, voyez, passer par-dessus, avoir le pouvoir. Et ces procédés sont destinés à soumettre l'autre, à le contrôler, à le garder là, à disposition, dans une relation inégalitaire. C'est donc un outil de domination, clairement. Au début, la relation, on peut penser qu'elle s'est établie de manière, on va dire, entre guillemets, saine, sur un fond de valeurs partagées et avec un projet de couple, projet commun. Et on verra qu'il y a quelque chose d'intéressant à travailler, qui est la notion de projet ou de contrat de couple implicite et explicite. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait faire ensemble? Ou qu'est-ce qui n'a pas été dit et qui va se vivre et qui va peut-être servir de fond à des formes de maltraitance? Là, on a déjà une piste pour ce qui sera à faire plus tard. La relation dans ce couple-là, sur un fond de valeurs et un fond d'échange, elle est en principe validée par les deux. On est d'accord pour faire ça, on est d'accord pour vivre ensemble. C'est validé par les deux. Et c'est validé par les deux sous une forme qui est complémentaire. C'est-à-dire, moi je sais faire des choses, je sais des choses, je sais me débrouiller dans certains domaines, et toi tu sais faire ça aussi de ton côté. Et donc, on peut penser qu'il va y avoir une solidarité et qu'on va être complémentaires tous les deux. Mais cette complémentarité-là, elle va se figer. C'est-à-dire que ce sera toujours le même qui aura raison, qui aura le dernier mot, qui aura le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir dira quelque chose comme « je te le fais savoir » par des attaques subtiles au début, puis des attaques qui vont aller croissant jusqu'à ce que ces attaques-là, tu les considères comme normales. Le fait que je te dise que tu es grosse ou que tu es moche le matin quand tu sors du lit, ça va devenir quelque chose d'habitude, quelque chose à quoi tu vas devoir te faire. On dit qu'à ce moment-là, les attaques sont ritualisées, c'est-à-dire elles font partie du protocole du vivre ensemble. D'accord ? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, celui ou celle, parce que les femmes ne sont pas exclues du fait d'exercer des violences psychiques, et dans les couples lesbiens, c'est une réalité, et une réalité difficile, puisqu'on constate autant d'attaques, sinon plus, que dans les couples hétérosexuels. Donc ça demande à être réfléchi, cette affaire-là. Celui qui agresse peut dire quelque chose comme « Nous savons, toi et moi, que je peux t'attaquer, mais tu ne seras pas sûr que ce soit une attaque. Et pourquoi tu ne seras pas sûr? Ben parce que je t'aime. » Voyez où est le piège? Voilà. Alors, si on en vient un peu à ce qu'on appelle les attaques ou les micro-violences, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le contrôle. C'est quoi le contrôle? Le contrôle, c'est surveiller, imposer des choses. Je pense qu'il vaut mieux. J'ai encore en tête un souvenir très précis d'une consultation où ils sont venus tous les deux, monsieur amenant madame pour que je corrige ces comportements inadéquats. Madame. Et il m'a montré une fiche sur laquelle il y avait écrit « Compte tenu du produit lessiviel et de la vitesse de rotation des pales, on doit charger le lave-vaisselle comme suit. » Et il me regarde et me dit « Vous avez compris ?» Parce qu'elle ne comprend pas. Voyez, le contrôle, ça peut aller jusque-là. Jusque tu dois faire les choses comme je pense qu'elles doivent être faites. Et c'était un obsessionnel,
Ils ne sont pas tous aussi tarés. Mais ça veut dire non, mais ça veut dire que ça peut aller jusque-là, le contrôle. C'est pas seulement l'emploi du temps et avec qui tu sors. Ça peut être bien pire que ça. Donc on peut être contrôlé sur son apparence vestimentaire, le ménage, l'éducation des enfants. Et pour les femmes, quelque chose qui est extrêmement blessant. Puisque vous savez que par culture, nous avons la charge de l'éducation des enfants, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les hommes ne s'y collent pas à l'éducation des enfants et de bonne façon. Mais culturellement, c'est plutôt à nous que ça échoue. Et quand un partenaire dit à une femme qu'elle ne sait pas s'y prendre avec les gosses, c'est extrêmement blessant. Et ça, vous voyez, ça fait partie des contrôles. Voilà. Un autre élément, qui est un élément de contrôle, c'est l'isolement. À partir du moment où vous n'avez plus ou peu de contact avec vos amis, votre famille, les gens que vous appréciez, etc., la vie va tourner sur un vase clos. Les enfants, s'il y en a, et le monsieur et la dame, ça va tourner en vase clos. Et donc, il va y avoir là une sorte de cause et de conséquence. Plus vous allez être abîmé, moins vous sortirez. Mais au départ, parce que vous aurez honte et vous serez mal et vous n'aurez plus le courage, vous n'aurez plus la force. Mais au départ, la volonté, c'était celle-là. C'est il faut que tu m'appartiennes toutes. Au début, c'est quelque chose comme on est bien là, tous les deux. Et c'est vrai en plus. Après, c'est ta sœur, elle se mêle un peu trop de tout. Tu devrais prendre de la distance. Et après, c'est tu peux pas m'aimer, sortir tout le temps. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui petit à petit s'installe sur ce qu'il est possible ou pas de dire et de faire. C'est là qu'on est dans le contrôle. Il y a comme élément de contrôle la jalousie pathologique. Vous voyez très bien ce dont il s'agit. C'est la suspicion constante. Et en plus, c'est quelque chose qui est extrêmement paradoxal. Parce qu'il va y avoir quelque chose comme... mais pourquoi tu mets cette jupe courte pour sortir là ? Tu cherches, Vous cherchez quoi, là ? Qu'est-ce qu'ils pensent que vous cherchez ? Vous cherchez rien ? Mais la fois d'après, ça va être, on sort, mais la jupe. Voyez comme c'est confusionnant. On ne sait plus du tout ce qui est admissible ou ce qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, ce qui n'est pas dit, c'est que tant que tu es avec moi, comme je te surveille, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais dès que je ne suis pas là, je fais prescription, je te fais l'ordonnance de ce que tu peux mettre ou pas mettre. Petite alerte tout de suite. Si la jalousie porte sur le passé, sur les relations que vous avez déjà eues avant de faire couple avec cette personne, il n'y a rien de tangible, ça s'est déjà passé. Mais il y aura du ressassement. Et comme il n'y a pas de preuve possible, ce sera terriblement enfermant. D'accord ? Petit conseil aux jeunettes, racontez pas trop ce qui s'est passé avant. Ça ne sert à rien. Et ça plombe. Et ça peut être utilisé contre vous alors qu'on ne peut pas le changer. Donc c'est pas la peine. Voilà. Autre chose aussi pour la jalousie, il n'y a pas d'explication rationnelle par rapport à la jalousie. Quoi que vous disiez, de toute façon, comme la jalousie c'est un imaginaire, quelle que soit la réalité, celui qui pense que vous êtes en projet de quelque chose d'autre restera branché sur son imaginaire. Donc on est là sur quelque chose de très très difficile à modifier, en particulier dans le travail avec les auteurs de violence quand ce sont des jaloux pathologiques. On baisse un peu les bras de temps en temps. Voilà. Il y a le harcèlement, donc ça vous savez, je ne vais pas m'attarder sur le harcèlement, mais en tout cas, ce que l'on voit, ce sont des éléments non seulement de messages réitérés, etc., de messages de jour, de messages de nuit, de messages parlés, de discussions sans fin, etc., mais ce qu'on voit aussi, ce sont des surgissements inopinés d'un seul coup. Hier, par exemple, j'anime des ateliers de peinture. Bon, je suis peintre par ailleurs, et voilà. Et d'un seul coup, on voit arriver un monsieur, le mari de la dame, là, qui dit « Je retourne à Carrefour, je te raconterai. » On est tous un peu interloqués, il s'en va. Et elle me dit oh, « C'est qu'il est inquiet. »
Eh bien, cette femme, chaque fois qu'elle va à une activité, il faut qu'elle téléphone au mari qu'elle est arrivée à l'activité. Ok? Voilà. On a des choses comme ça, hein, extrêmement enfermantes. Mais vous comprenez, il est inquiet, donc il faut qu'elle le rassure. Voilà. Alors, le dénigrement, dans le dénigrement, vous avez toutes les atteintes à l'image de soi, à ce qui vous constitue. Hein. Voilà. Et on va attaquer vos capacités intellectuelles, vos émotions, votre physique, vos amis. Voilà. Vous connaissez ça. Et les humiliations. Dans l'humiliation, il y a souvent une rage de l'agresseur. Et comme il ne peut pas faire autrement que de vous rabaisser, il va y mettre en général le paquet. On a des choses, vous voyez, qui ne sont pas très anodines, comme faire les courses et vous jeter le chéquier au visage. Hein, vous voyez? Pas grand-chose. Il va y avoir des choses comme péter quand vous lui parlez, histoire d'accorder de l'importance à votre parole. Hein? Ou des choses comme vous posez une question et il n'y a pas de réponse et vous la reposez et il n'y a pas de réponse. Voyez? Voilà. Ça, ce sont des humiliations. Et la douleur de ça, c'est que ça provoque de la honte. Et que plus on est dans la honte, moins on a de capacité à demander de l'aide. Et que moins on demande d'aide, moins on s'en sort de cette histoire-là. Voilà. Il y a les actes d'intimidation, mais là vous voyez bien, hein, je casse des objets, je crie très fort, je hurle, etc. Et puis il y a aussi l'indifférence aux demandes affectives. J'ai besoin aussi de temps en temps, quand je ne vais pas bien, d'être écoutée, j'ai besoin d'être câlinée, j'ai besoin de tendresse. Mais l'autre, non, il est froid, il est à distance. Et du coup, je me sens insécure dans cette relation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne m'aime plus? Pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi il ne me touche pas? Pourquoi... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très inquiétant qui commence à s'installer. Je vais mal et il ne va pas m'accompagner à l'hôpital. J'ai qu'à aller toute seule aux urgences. Il ne m'accompagnera pas non plus aux fêtes de famille, parce qu'après, c'est ma famille. Et il restera comme ça, silencieux, peut-être quelques jours, sans que je sache pourquoi, et il ne me dira pas pourquoi. Et je ne saurais pas pourquoi il y a eu cette fermeture, cette coupure relationnelle pendant quelques jours, une semaine, etc. Il y a les menaces, mais ça, vous voyez bien de quoi je veux parler. Mais je veux vous indiquer une dernière petite chose comme contrôle, à quoi on ne pense pas. Parce que ça s'annonce un peu, vous voyez, en rondeur. C'est la sollicitude excessive. Mais je l'ai fait pour toi. Mais j'ai choisi le restaurant. Mais j'ai choisi la robe que tu vas porter. Mais moi, je connais le bon coiffeur chez qui tu iras. Mais, voyez, c'est-à-dire qu'avant que vous ayez, vous, une envie, que vous ayez un projet, ce sera dit, ce sera fait, donc ça vous échappe. Et c'est une manière de vous rendre prisonnière par du confort, peut-être par de l'argent, mais vous êtes attaché là, ce n'est plus vous qui décidez. D'accord? La sollicitude affective excessive à ce point, c'est un piège terrible, parce qu'on a du mal à se défaire de la gentillesse de l'autre, du trop de gentillesse. Vous comprenez ça? Donc, vous voyez, tous ces agissements-là, ils préparent l'emprise. Pourquoi? Parce qu'ils sont répétés, qu'ils sont durables dans le temps et qu'ils sont asymétriques. C'est toujours le même qui agit aux dépens de l'autre. Et comme ils sont ritualisés, ils vont se répéter, bien entendu, d'une manière telle qui fera que l'un et l'autre savent quelle est la suite du scénario. Dans l'emprise, vous voyez, il n'y a pas de profil de femme qui se laisse mettre en situation d'emprise. N'importe laquelle d'entre nous, n'importe quel homme aussi, mais pour nous, là, ce soir, n'importe quelle femme peut faire l'objet d'une situation qui va devenir une situation d'emprise. Pourquoi? Parce que la manière dont la relation est construite, c'est-à-dire asymétrique, durable, et avec le fait qu'il y en ait un qui utilise l'autre à ses dépens, c'est là qu'est le piège. Donc n'importe qui peut être pris dans cette relation-là, de cette manière-là. Par contre, il y a des facteurs de vulnérabilité, ça c'est vrai. Si vous avez vécu des choses difficiles auparavant,
si dans la famille il y a eu des souffrances antérieures, si déjà il y a une fragilité, bien entendu, vous serez malheureusement plus facilement accroché par ce type d'homme. Donc c'est quelque chose à savoir, et vous aurez une plus grande vulnérabilité parce que vous aurez moins de résistance. Du fait que déjà, par votre vie antérieure, vous avez eu à souffrir de certaines choses, donc vous êtes moins capable d'emblée comme ça de vous défendre. Voilà. Ajoutons autre chose, c'est que notre vulnérabilité en tant que femme, elle est aussi d'ordre social. Elle est liée à notre position de femme. Elle est liée à l'histoire des femmes. Hein. Elle est liée au fait que les rapports de domination, c'est notre bain culturel. Et que nous sommes dans une position d'infériorité. Donc la position d'infériorité sociale est admise par la société. Ça fait bien entendu les conditions objectives d'une relation inégalitaire. Et toute relation inégalitaire qui n'est pas si maîtrisée par moment, hein, qui ne bascule pas d'un pôle à un autre, c'est une situation installée dans laquelle l'emprise peut se faire. Dès que ça ne bouge pas, dès qu'il n'y en a pas un qui a raison, et puis le lendemain c'est l'autre, dès que ça se fige. Le figement, il est dans les positions, mais il est aussi dans la tête de l'un et de l'autre. Et à partir de ce moment-là, ça devient difficile évidemment de changer. Je voudrais vous rappeler juste une petite phrase de Bourdieu, là, puisqu'il y en a qui sont très jeunes et peut-être encore étudiantes, hein, sur la violence symbolique, qui dit en fait, le dominé prend sur lui, même sans le savoir, le point de vue du dominant. Pourquoi ? Parce que ça fait le bain culturel dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a là quelque chose à remettre en cause. Si vous êtes là, vous le faites, bien entendu. Comment ça se met en place une emprise ? On va y venir. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que c'est difficile d'en sortir. Pourquoi ? Parce que tant que pour la personne qui est victime, il y a un ressenti d'équilibre. Écoutez-moi bien. Un ressenti d'équilibre entre les micro-violences, les agressions et la gentillesse ou l'affection ou les manifestations d'amour démontrées, c'est supportable. Et donc, si c'est supportable, elle se met à douter sur est-ce que c'est pas moi qui y suis pour quelque chose ? Est-ce que c'est pas moi qui voit de l'agression là où il n'y en a pas ? Est-ce que c'est pas moi qui suis plutôt quelqu'un qui ne satisfait pas complètement l'autre ? Est-ce que c'est pas, vous voyez ? Est-ce que c'est pas moi qui... Alors, il y a 3 étapes nécessaires pour qu'une emprise s'installe. La première étape, c'est l'effraction. C'est quand on pénètre dans le territoire de l'autre. Le territoire, c'est à la fois les pensées, les idées, le comportement, etc. C'est quand on va jusqu'à coloniser l'esprit, quoi. Hein, je sais ce qu'il faut que tu penses. Hein. D'ailleurs, moi, je sais ce qui te va bien. Je sais ce qui te fait du bien. Tu dis non, mais moi, je le sais. Hein. Il va penser pour elle. Il va même, l'agresseur, penser à l'intérieur d'elle. Et puis, il faudrait aussi qu'on n'oublie pas les intrusions qui vont avec ce premier temps. Par exemple, il va y avoir dévoiler des secrets en public. Oh, elle aime bien les dessous affriolants, vous savez. On va dévoiler des choses intimes. La situation la plus forte d'intrusion comme ça que j'ai connue dans le travail, c'est une situation d'intrusion à la fois psychique et physique. Dans ce couple-là, il y avait des pratiques sexuelles un peu singulières, mais la situation dont je vous parle et qu'on pourrait parler d'effraction, qui a fait qu'elle est venue consulter parce que ça allait plus dans la tête, c'est qu'ils sont allés ensemble plusieurs fois voir des films porno. Lui se mettait au rang derrière et il lui demandait de se laisser toucher. Juste toucher, hein, pas plus. Il ne fallait pas qu'elle fasse. Il fallait juste qu'elle se laisse toucher par les gars qui étaient à côté. Et il lui disait, tu comprends, il faut juste que
qu'ils aient envie. Tu es tellement belle. Ok? Ça, c'est un élément d'emprise. Ça, c'est une effraction à la fois physique et psychique. Après ça, ce qui vient, c'est la captation, c'est le lavage du cerveau. Hein. C'est l'alternance de regards, d'attitudes qui annoncent si ça ne va pas, je vais me couper, je vais me tenir à distance, je vais peut-être te faire du mal. Et peu de temps après, le lendemain ou une heure après, il y aura un message rassurant qui va banaliser les agressions. On va à la fois provoquer la peur et être gentil, voyez? Et ça, c'est extrêmement confusionnant. Et dès que vous entrez en confusion, vous ne pouvez plus réagir, puisque vous ne savez pas ce que vous auriez à faire. Vous ne le savez pas. Ça fait fromage blanc dans la tête, quoi. Ça se mélange. Et le troisième temps, c'est la programmation, c'est-à-dire vous avez pris un certain nombre d'habitudes qui font que ça peut se reproduire. Et vous le savez tous les deux que ça peut se reproduire. C'est ça qu'on appelle la programmation. Et on appelle ça programmation aussi, pourquoi? Parce que même quand il ou elle, quand je dis il, c'est l'agresseur, hein, ça peut être la femme, quand il n'est pas là, il maintient quand même son pouvoir du fait même qu'il l'a installé. Il n'a plus besoin d'être là. Hein? Il n'a plus besoin d'être là. Et donc, on est dans quelque chose, vous voyez, qui s'est installé progressivement et qui est extrêmement destructeur. Alors, ce qui est vérifié en clinique, je le dis pour les professionnels qui pourraient être là, c'est le lien entre violence psychique et torture exécutée en situation de guerre, etc. Hein, c'est similaire. Ça produit les mêmes effets. Les personnes, toutes les personnes, vous, moi, sont vulnérables au lavage du cerveau si elles y sont exposées un temps suffisamment long. Si elles sont seules et sans appui, et si elles sont sans espoir de sortir de la situation. Mettez une femme avec 2 ou 3 enfants petits, qui a arrêté de bosser, qui est donc sous dépendance économique, avec une situation où elle est isolée, vous commencez à avoir des paramètres forts de vulnérabilité. Donc on va retrouver l'isolement, le contrôle de l'information reçue, la dépendance économique, la manipulation émotionnelle, le chantage, l'alternance entre la clémence et la sévérité, qui vont placer la personne qui est victime dans l'incertitude, la confusion. Et ça produit quoi? Ça produit une modification de sa conscience. C'est-à-dire, dans le cerveau, ça change. C'est ça l'emprise. C'est que ça a changé là-haut. Et ce changement, ça va diminuer sa capacité à voir la situation, sa capacité critique. Ça va modifier ses sensations, ça va modifier sa conscience. Marie-France Irigoyen le cite. Je parle d'elle parce que c'est un bouquin que vous trouvez en livre de poche, il est facile, etc. à lire, mais c'est vérifié en clinique autrement. Au niveau cérébral, il y a une déconnexion qui se fait entre là où vous pensez et le cerveau reptilien, là, qui est chargé des émotions et des sensations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre ce que vous pensez et vos émotions, ça ne combine plus. Ça ne marche plus ensemble. Et donc, vous êtes ce qu'on appelle dissocié. Vous êtes en état de transe. Vous êtes dissocié. Et quand vous êtes dissocié, c'est comme dans un viol. Vous n'êtes plus là. Vous regardez ce qui se passe, mais émotionnellement, vous n'y êtes plus. Parce que si vous y étiez, vous pèteriez les plombs. Donc, vous n'y êtes plus. C'est un moyen de survie. D'accord ? À ce moment-là, donc, vous devenez observatrice extérieure. Et ce qui est pour nous difficile, professionnel, quand on doit accompagner, c'est que la séparation entre le supportable et l'insupportable, elle n'y est plus, puisque vous ne pouvez plus vraiment penser. Vous voyez ? Ça se mélange. Hein ? Et c'est ce qui fait que dans les situations gravissimes de viol, par exemple,
cette dissociation fait qu'on peut même oublier le trauma. On peut même oublier ça. Je parle là d'une femme qui était médecin, donc quand même, elle avait une certaine culture du corps, et qui me dit, quand même, le matin, je me réveille mouillée et je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Voyez comment on peut effacer un viol conjugal? Je ne comprends pas. Voilà. Alors, il faut que vous sachiez que lorsqu'on apprend par expérience qu'on ne peut pas agir sur son environnement pour le transformer, on ne peut pas améliorer les choses, hein, on devient physiologiquement très, très fragile. Et ça s'appelle l'impuissance apprise. C'est-à-dire, on est devenu, on a appris à ne plus bouger, puisque dans la situation où on ne peut pas le faire. Donc, pour l'instant, on ne bouge plus. Hein, voilà. C'est ça, l'impuissance apprise. Et donc, vous voyez qu'à partir du moment où on est entré en impuissance apprise, on a énormément diminué la capacité à trouver des solutions, puisqu'on n'arrive même plus à le penser. Voilà. Donc, on se trouve devant une logique très paradoxale, qui fait que de l'extérieur, on se dit, plus une femme subit une agression grave, plus elle doit avoir envie de partir. Or, plus la maltraitance est grave et fréquente, et moins elle a les moyens de partir. Et y compris les moyens de le penser. Donc, il faudrait que nous regardions un peu autrement la soumission apparente des femmes dans les situations d'emprise, parce que c'est une stratégie de survie, c'est une stratégie d'adaptation. Hein. Il faut que vous sachiez que nous, je dis nous parce qu'on est deux autres personnes dans la salle qui ont travaillé avec moi, notamment dans le pôle de travail avec les hommes auteurs de violences. Hein. On s'aperçoit que s'il y a une opposition frontale à la personne qui vous agresse, ça augmente de manière exponentielle sa violence. Et donc, très souvent, que font les personnes qui sont sous emprise? Eh bien, elles essaient de calmer l'autre. Et elles essaient de le satisfaire. Et ça, pourquoi? Pour éviter le pire. En le faisant, elles maintiennent la situation. En même temps, elles restent vivantes. Ça, c'est pas rien non plus. Hein, voilà. Donc, les mécanismes d'adaptation, ils sont fonction de cette violence-là. Et la dépendance des personnes victimes, elle est une conséquence de l'emprise. Voilà, j'ai voulu vous dire les choses simplement, peut-être un peu durement, mais c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, maintenant, toutes les questions sont possibles.